Bonjour, bienvenue à ce module de cours où on va parler d'amplificateurs opérationnels, où on va s'intéresser à la structure interne de ces amplificateurs et à l'origine des imperfections qu'ils peuvent introduire ou qu'ils peuvent posséder et qui viennent bien sûr de cette structure interne. Vous avez déjà expérimenté plusieurs de ces imperfections-là dans vos usages antérieurs de l'amplificateur opérationnel que vous avez fait dans des cours, par exemple le cours de filtre actif. Donc, ensuite, l'amplificateur opérationnel est souvent décrit comme un amplificateur par des macro-modèles. Donc, un macro-modèle linéaire de l'amplificateur. Et une des propriétés de l'amplificateur opérationnel, c'est sa tension de décalage, son EOS, qui est une imperfection, donc qui essentiellement, normalement, V- est égal à V+, et il n'y a aucun biais de polarisation à l'intérieur de l'amplificateur, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours une certaine inégalité entre les deux côtés d'un amplificateur opérationnel qui peut dépendre de son point d'opération. Donc, on va représenter par VOS ou souvent appelé EOS. Il y a aussi, et ça c'est une autre réalité, pour les amplificateurs opérationnels, surtout ceux qui sont faits avec des transistors bipolaires, un courant à l'entrée. Donc, il faut fournir un courant non nul à l'entrée pour que ça fonctionne. Et donc, il va y avoir un courant de polarisation. Et en plus, ce courant de polarisation peut être légèrement différent d'un côté ou de l'autre des deux entrées, ce qui va amener à un courant de décalage. Et donc, ça, c'est l'étage d'entrée qui va ensuite se retrouver amplifié par un module de gain. Et à l'intérieur d'un amplificateur, comme on va le voir, il va y avoir ce qu'on va appeler un pôle dominant, donc une certaine résistance qui va se combiner avec un condensateur à l'intérieur. Ce pôle dominant va venir introduire une fréquence de coupure haute qui est en fait assez basse. Pour un amplificateur comme le 741, cette fréquence de coupure typiquement se trouve à 10 Hz, ce qui fait que vous avez un produit gain largeur de bande de 1 MHz avec un gain de 100 000 à 0 Hz, puis à 10 Hz, le gain commence à décroître pour finalement atteindre un gain de 1 à 1 MHz. Donc, évidemment, c'est des chiffres tellement simples à se rappeler que je ne fais aucun effort mental pour le faire. Donc, il faut se rappeler que la plupart des amplificateurs opérationnels vont avoir une fréquence de coupure relativement modeste, comme 10 Hz à l'interne, avec un produit gain largeur de bande qui peut être 1 MHz, mais il y a des amplificateurs modernes beaucoup plus performants qui vont avoir un produit gain largeur de bande de 3, 4, 500 MHz, peut-être même 1 GHz. Donc, ça, c'est pour le pôle dominant. Et peut-être pour terminer là-dessus, pour terminer l'idée, dans la réalité, plus n'est pas toujours mieux. Une fréquence de coupure beaucoup plus élevée, ça peut vouloir dire dans un montage que cet amplificateur opérationnel va être très délicat à utiliser parce que la moindre rétroaction avec un déphasage entre la sortie et l'entrée va le lancer en oscillation. Donc, il risque d'être un petit peu difficile à contrôler, un peu comme une voiture dont le moteur serait trop puissant puis dès que vous appuyez sur l'accélérateur, vous sortez dans le champ. Donc, ça, c'est le cas de figure d'un amplificateur opérationnel qui ne serait pas limité ou qui n'aurait pas ce pôle dominant. Puis on va voir comment le pôle dominant est fait, comment il est obtenu. On va le voir à l'intérieur. On va aussi être capable de voir une autre caractéristique qui est le taux de montée limite, le fameux slew rate. On peut voir de où il vient quand on regarde l'intérieur de l'amplificateur. Et finalement, on va avoir un étage de sortie, donc un étage de sortie qui va être capable d'attaquer la sortie avec une certaine résistance de sortie. Donc, un macro-modèle, d'habitude, ça se compose d'un certain nombre d'étages, un étage d'entrée, un étage qui récupère le signal de façon différentielle et qui va l'amplifier,
l'étage de filtrage, donc qui introduit le pôle dominant, et un étage de sortie qui va vous donner le signal que vous pouvez exploiter à l'échelle macroscopique à l'extérieur de la puce. Donc, la même chose dit avec d'autres mots. On revient à notre modèle quadripolaire. On a commencé le cours avec le modèle quadripolaire, puis on termine le cours avec le modèle quadripolaire. Donc, vous avez un étage d'entrée qui a une certaine résistance d'entrée, ou éventuellement on peut mettre un EOS pour représenter le décalage entre les deux, un étage de gain qui va avoir une certaine impédance de sortie, qui va attaquer un étage intermédiaire qui va donner plus de gain et qui va donc vous donner le signal à l'amplitude que vous cherchez et avec le gain que vous voulez. Et finalement, un étage de sortie qui peut-être n'aura pas de gain du tout en termes de gain de tension, mais qui est là pour donner du muscle à l'ensemble, donc pour être capable d'attaquer une charge d'impédance de sortie faible. Et finalement, vous allez avoir une structure, une résistance de sortie, pour que vous pouvez voir comme une imperfection. On aimerait ça peut-être qu'il y ait zéro d'impédance de sortie. Cependant, si un amplificateur a une impédance de sortie très très faible, le moindrement que vous faites une fausse manœuvre en sortie, que vous venez en court-circuiter la sortie à la masse, ben, l'amplificateur risque de vous exploser au visage. Donc, une impédance de sortie qui vient limiter le courant à une valeur tolérable en cas de faute, en cas de court-circuit. Aussi, quand on va attaquer une ligne de transmission, ce n'est pas nécessairement bon d'avoir une impédance de sortie de 0 si on veut attaquer une ligne de transmission. Dans les cours d'électromagnétisme, quand vous allez étudier la théorie des lignes de transmission, vous allez voir que ce qu'on va rechercher typiquement, c'est une adaptation d'impédance. Donc, on voudrait avoir une impédance de sortie qui est adaptée à la charge que l'on veut commander, comme par exemple une ligne de transmission. À titre d'exemple, un câble coaxial au laboratoire a une impédance caractéristique de 50 ohms. Donc, avoir une impédance de sortie de 50 ohms, ce n'est pas une mauvaise idée dans un montage comme ça pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Donc, regardons un 741 dans toute sa splendeur. J'en ai déjà parlé quand on parlait de polarisation. Je vais y revenir au plan de la polarisation. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de transistors et très peu de résistance. On est dans un univers où les résistances sont coûteuses et on veut en minimiser le nombre et on veut aussi avoir une polarisation qui est stable et répétable. Et quand j'avais discuté au module de polarisation, ce qu'on avait dit, c'est qu'on pouvait reconnaître ici un miroir de courant, on peut reconnaître ici un autre miroir de courant, on peut reconnaître ici un autre miroir de courant et un autre miroir de courant. Donc le miroir de courant, c'est une configuration passe-partout qui nous permet, en passant, de faire passer un signal. Typiquement, quelque chose qu'on va faire, c'est que si on avait des configurations qui sont toujours du même type, on va avoir tendance à s'approcher de l'alimentation au point de saturer. Donc, un truc de concepteur de circuits électroniques, c'est de faire une inversion d'un étage à l'autre. Et le miroir de courant, c'est une façon donc de partir de quelque chose qui est essentiellement en référence au rail négatif pour aller ensuite sur quelque chose qui est en référence au rail positif. Et tout ça, on le fait avec des miroirs de courant qui inversent la polarisation. Puis bien sûr, c'est polarisé comment cette affaire-là? Ben, on a ce transistor qu'on peut voir comme un transistor monté en diode. Ce transistor qu'on peut voir comme un transistor monté en diode. Et on peut voir cette branche où j'ai une diode et une résistance de 39K qui essentiellement détermine un courant de polarisation dans cette branche. Et ensuite, ce transistor monté en diode, ben, je peux refléter son courant sur Q11 pour en faire la polarisation de cet étage d'amplification. Je le prends, je le copie en miroir,
et je l'amène à l'étage d'entrée. Et là, j'ai deux sources de courant. J'ai un miroir de courant, puis un autre miroir de courant. Et mes deux sources de courant s'affrontent à ce point. L'intérêt de la chose, c'est que vous allez avoir R09 et R013 qui sont donc face à face et un petit courant imposé à ce nœud peut amener le potentiel à n'importe quoi. Là, bien sûr, vous avez l'étage d'entrée qui est là et l'étage d'entrée qui est constitué de deux suiveurs, donc pour essentiellement abaisser ou faire en sorte que l'impédance d'entrée de cet amplificateur soit suffisamment élevée. Vous avez ici un autre montage. Vous pouvez y reconnaître un cascode avec le point au milieu. Donc, ce cascode qui est connecté à ce point flottant. Donc, vous avez deux suiveurs Q1, Q2 qui attaquent un cascode différentiel qui est référé à ce point, point qui va flotter en fonction d'un petit courant de polarisation, donc le niveau DC moyen que vous allez mettre sur 2 et 3. Puis ensuite, cet étage, il est différentiel. Donc, on fait la même chose du côté Q1 que du côté Q2, mais je ne vais pas faire une analyse détaillée à un niveau analytique de ça. J'en fais une analyse qualitative. Vous vous retrouvez ici avec un miroir de courant en bas qui est tel que le courant, le signal que vous allez envoyer là, il tend à être reflété de l'autre côté inversé. Donc, vous avez un signal qui passe par ici avec une certaine polarité, puis par la magie du miroir de courant Q7, Q8, le signal va être inversé. C'est ce qui a pour effet qu'une des entrées est moins et l'autre est plus, puisque les deux branches sont essentiellement symétriques. Donc, les deux branches sont essentiellement symétriques et s'affrontent à ce point-ci avec un côté plus et un côté moins. Donc, il y a un petit gain qui ressort ici, qui n'est pas très grand, parce que l'étage n'est pas fait pour vous donner un grand gain. Et de toute façon, il faut être prudent avec ça. Si le gain était grand, ça aurait tendance à vouloir saturer en interne. Vous avez Q3 et R2. Ça, c'est là où vous pouvez, quand vous le voulez, quand vous le désirez, venir neutraliser, compenser le décalage d'un amplificateur avec un potentiomètre. Sur certains 741, on vous donne accès à ces broches, puis on vous permet de le faire. Dans d'autres versions, le nœud peut ne même pas être connecté sur une broche externe, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, c'est votre étage d'entrée qui est ici. Votre polarisation, c'est Q4, Q9, miroir de courant, Q13, Q12, miroir de courant, Q10, Q11, miroir de courant, étage d'entrée, suiveur, suiveur, un cascode. Ce miroir de courant fait une inversion de ce que cette branche-là fait par rapport à cette branche. Les deux s'affrontent ici avec des signes opposés, donc vont venir se faire en sorte qu'une des branches a une polarité moins, l'autre une polarité plus. C'est un petit peu arbitraire parce que ça dépend bien sûr du nombre d'inversions que vous avez à l'intérieur du montage. Là, maintenant que vous êtes rendu à ce point, votre signal est là. Donc, votre signal est sur le collecteur de Q5. Ce point est un nœud qui est flottant parce qu'il résulte de la tension que vous allez avoir par deux sources de courant qui s'affrontent, la source de courant Q9 et Q13 avec le R09 puis le R013, et ce potentiel est bien sûr lié, il va suivre la tension moyenne Vin plus moins à deux tensions de diode près. Donc, si vous avez 0 et plus 15 et que vous mettez Vin plus, Vin moins à 5 volts, ou que vous mettez Vin plus, Vin moins à 10 volts, c'est pas grave, l'ampli va suivre parce que vous allez retrouver une tension de diode, deux tensions de diode, et la polarisation qu'il va y avoir sur ce nœud va être contrôlée, la tension de polarisation va être contrôlée de façon flottante et va suivre la moyenne entre les nœuds 2 et 3
décalé de 700 millivolts, 1,4 volts. Donc, vous allez avoir à ce nœud une tension qui est 1,4 volts plus basse que la moyenne de V2 et V3. Là, maintenant, vous avez votre signal qui est ici, qui est amplifié. Maintenant, à ce stade dans le cours, on peut reconnaître un Darlington. On peut reconnaître un Darlington avec un transistor, pardon, avec une résistance R6 dans l'émetteur pour stabiliser l'étage. Et vous avez donc un Darlington qui donne un très grand gain de courant avec une petite résistance pour stabiliser le montage et le R013. Donc, nominalement, je peux dire à vue de nez que le gain de cet étage-là, ce serait comme le quotient de R013 divisé par 50 ohms en première approximation. Bien sûr, il y a le HIE ou le RE de Q15 qui va venir jouer. Je ne vais pas faire une analyse détaillée de tout ça, ce n'est pas le point. Un montage de cette complexité-là, quand on veut vraiment l'analyser, on s'en va sur un simulateur comme LT-Spice et on le simule parce qu'il n'y a personne qui va vous développer un modèle analytique complet d'un montage avec autant de transistors. C'est trop complexe et ça ne sert à rien à la fin de la journée. C'est trop compliqué pour le cerveau humain, puis on ne pourra rien faire avec ça. Mais en gros, le gain de cet étage est relié au quotient entre R013, donc R011, le R0 de Q11 et la 50 ohms qui est là. Donc, si R011 était, par exemple, de 50 kilo-ohms, si c'est 50 kilo-ohms ici, puis 50 ohms là, vous avez envie d'avoir un gain de 1000 ici. Donc, un gain de 1000 entre ce point et ce point. D'accord? Donc, et si vous avez, mettons, un gain de 10 ici, ou un gain, mettons que le premier étage vous donne un gain de 50, et puis que j'ai sous-estimé, en fait, la bonne réponse, c'est qu'il faut que le gain vous donne un 100 000 à basse fréquence. Donc, si j'ai 5 000 de gain sur cet étage, il faut que je me fabrique un gain de 20, ça va m'amener à mon gain de 100 000. Donc là, on est parti de là, on est rendu là avec et on a pleine amplification. Et qu'est-ce qui se passe à l'étage de sortie Q18 et Q19? Ben, c'est un suiveur push-pull. Pourquoi? Ben, quand le signal est positif ici, c'est Q18 qui fournit le courant. Quand le signal descend en bas du point de référence, on va tirer du courant via Q19. Toujours très, très, très utile d'avoir. Vous regardez cette configuration-là, il y a essentiellement autant de transistors NPN que PNP. C'est sûr que le NPN a certains avantages, c'est lui qu'on a vu en premier, on a un niveau de confort avec le NPN. Cependant, sans PNP, vous ne pouvez pas vivre parce que vous avez constamment besoin de prendre un signal qui est référé à la masse, puis ensuite de le faire tourner en image miroir, référé à VDD, puis référé à la masse, puis référé à VDD. Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous avez besoin finalement d'une configuration PNP. Donc, vous avez maintenant votre signal qui est ici. Et là, vous l'amplifiez, vous l'amenez en sortie. Et si je regarde maintenant ce montage-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, essentiellement, il vous fait l'équivalent d'une batterie flottante. Donc, si je veux avoir un delta V, pourquoi je veux ce delta V-là? Ben, l'idée serait de polariser Q18 et Q19 au bord de la conduction. Donc, si vous fabriquez une structure ici qui a une chute de tension nominale d'environ 1 volt, donc vous venez mettre l'équivalent d'une pile flottante, pas une pile bien sûr, mais c'est l'équivalent d'une source de tension flottante d'environ 1 volt entre ce point et ce point. Ça va polariser Q18 et Q19 au bord de la conduction, ce qui fait que vous n'aurez pas trop de difficultés à passer d'une conduction vers le haut et vers le bas. Le défaut d'un montage push-pull, si je peux vous le dessiner, donc le défaut d'un montage push-pull, c'est que
il y aurait tendance, quand vous voulez passer une sinusoïde, à vous donner un signal qui a cette gueule-là, qui est beaucoup de distorsion. Et pourquoi il fait ça? Ben, c'est la zone d'inversion entre Q18 conduit et Q19 conduit, où bien sûr, il faut faire un delta V à l'interne de 700 millivolts plus 700 millivolts. Donc, ce delta V de 1,4 volts, ben vous allez toujours le voir si vous ne faites pas euh, cette source interne ici qui va polariser Q18 et Q19 proche de la conduction. Puis là, bien sûr, le design d'un amplificateur comme ça, vous êtes dans le monde merveilleux des trade-offs et des compromis. Pourquoi? Parce que si vous polarisez trop cet étage de sortie en conduction, vous allez avoir un courant de polarisation élevé et le courant de repos, votre amplificateur, même quand il ne fait rien, même quand vous ne vous en servez pas, il va consommer beaucoup de courant et il va vider votre batterie dans votre téléphone cellulaire. Puis ça, vous ne voulez pas ça. Donc, si vous voulez avoir un courant de repos qui est faible, il faut essentiellement que Q18 et Q19 ne conduisent presque pas, mais un peu. Donc, c'est un petit peu. C'est le petit peu. Et le petit peu, c'est le compromis qui fait que vous allez réduire à presque rien le delta V pour faire passer de Q18 conduit ici à, ça c'est Q18 qui vous fait ça, et ça, c'est Q19 qui vous fait ça, ici. Donc, voilà. Donc, et là, on est rendu en sortie, puis finalement, on peut regarder notre étage de sortie, et Q20, ben, c'est essentiellement un limiteur de courant. Un 741, vous faites un court-circuit solide dessus, vous n'allez jamais le faire sauter, parce que le R9I out va mettre Q20 en conduction, et c'est un circuit non linéaire, c'est une protection de court-circuit. Donc, R9 est une protection de court-circuit. Donc, si vous avez un court-circuit entre la sortie et la masse, Q20 est une protection de court-circuit. Si vous faites un court-circuit entre output et VCC, là, vous avez le 50 ohms qui est là, il y a une rétroaction, c'est un petit peu plus compliqué à analyser, mais le circuit ne va pas s'autodétruire là non plus. Donc, le 741 est protégé en court-circuit, très bon amplificateur à utiliser au laboratoire quand on est dans un mode apprentissage. Il est student-proof. Normalement, un 741, en fait, je peux vous dire, là, il y a un étudiant, un de nos étudiants malin, qui a réussi à se faire exploser un 741 au visage, et c'est pour ça qu'on vous force à porter des lunettes de sécurité au laboratoire. Puis ce génie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effectivement branché le 741 à l'envers sur un bloc d'alimentation beau bon pas cher qui avait été acheté chez Alibaba. Donc, un bloc d'alimentation beau bon pas cher qui coûte quasiment rien. Il n'y a pas de limiteur de courant dessus. Puis quand vous mettez ça sur un 741 et que vous faites une erreur de connexion sur le montage, là, il n'est pas fait pour ça. Si vous arrivez avec 0 ici puis 15 volts là, il va vous exploser au visage. C'est ce qui est arrivé à l'étudiant, le génie qui est passé avant vous. Donc, voilà, là qu'on a expliqué essentiellement tout le montage. Là, maintenant, vous avez la même chose, mais dans une forme peut-être un peu plus enrobée, peut-être un peu plus pédagogique. Il y a peut-être un point important que je voulais souligner, que je n'ai pas souligné. C'est la présence du condensateur. La présence du condensateur C1, 30 picofarad. Là, maintenant, je vous ai dit qu'entre ici et là, vous avez un gain d'environ 5000. Donc, si vous avez un gain d'environ 5000, le premier étage ayant un gain d'environ 20, donc si j'ai un gain de 20, j'ai un gain de 5000, ça me donne mon gain de 100 000, merveilleux. Et qu'est-ce que ça fait un gain de 5000 entre le point Q6 et le collecteur de Q14? Bien sûr, mon cher Watson, ça vous donne un effet millaire. Et ça vous donne un effet millaire où le C1 rapporté à la masse, c'est comme 5000 fois
30 picofarads. Et c'est exactement l'effet recherché. Parce que 30 picofarads, ça s'intègre. 5000 fois 30 picofarads, ça ne s'intègre pas. Donc, pour rendre ce condensateur d'une dimension de taille physique acceptable et pour minimiser le coût, on a fait levier sur l'effet Miller qui était très bien maîtrisé par le créateur de ce schéma, donc M. Widler, qui était un électronicien de génie. Moi, aujourd'hui, je vous en parle. Lui, dans les années 60, il l'a inventé et il n'y avait personne pour lui expliquer comment faire. Il était juste extrêmement talentueux. Donc, voilà. Et je vous ai dit, là, c'est la même chose, mais avec moins de détails. Donc, un étage d'entrée, c'est un amplificateur différentiel avec une sortie courant injecté dans la base de Q16, et donc un amplificateur intermédiaire, un amplificateur à très haut gain qui forme un intégrateur de Miller avec C1, intégrateur intéressant. S'il y a ici un courant maximum, Imax, Imax qui est déterminé par quoi? Ben, vous avez à l'entrée 2 étages. Je vais reculer un petit peu parce que c'est peut-être plus facile de l'expliquer comme ça. Je retourne sur mon montage ici et vous avez donc vous avez un certain courant dans cette branche, vous avez un certain courant dans cette branche et ce courant dépend de la source de courant qui est en haut. Et cette source de courant, si vous ne pouvez pas avoir plus que tout le courant d'un côté ou tout le courant de l'autre. Et quand vous avez tout le courant d'un côté ou tout le courant de l'autre, cet amplificateur différentiel à courant, quand vous injectez ce courant, vous n'avez pas plus de courant, vous êtes limité en courant par le courant qui vient de Q4. Donc, vous pouvez voir Q1 et Q2 comme une paire de commutateurs et Q4 vous fournit un courant. Donc, vous avez un courant qui vous vient d'ici, qui sort de Q4. Q1 et Q2 sont une paire de commutateurs. Donc, le courant va à gauche ou il va à droite. Et ce courant que vous avez mis à gauche ou à droite, ben, il peut se retrouver poussé dans C1 ou tiré de C1. Et qu'est-ce que ça fait un courant constant, limite, poussé dans C1? Ça fait un intégrateur. Et le slew rate, le taux de montée limite, vient de là. Pourquoi un amplificateur a-t-il un taux de montée limite, même si je n'excède pas sa bande passante? Quand j'essaie d'en tirer un très grand signal, plutôt que d'avoir une belle sinusoïde, ben, mon signal va se mettre à avoir une gueule d'onde triangulaire. Pourquoi il va avoir une gueule d'onde triangulaire? C'est le slew rate. Et il vient d'où le slew rate? Il vient du fait que cet étage d'entrée vous donne un courant de sortie qui est injecté ou tiré de C1 avec Q18 et Q19 comme suiveurs. Donc là, maintenant, vous pouvez voir d'où ça vient. Donc là, j'ai mon étage d'entrée, j'ai mon étage d'amplification, et là, on vous dit que c'est un ampli à très haut gain avec une inversion de phase, bien sûr, c'est connu. C'est comme un Darlington en émetteur commun avec un effet Miller, et c'est de là que vient le slew rate aussi, parce que c'est le courant qui est intégré dans C1. Poursuit. Et là, finalement, on a notre étage de sortie. C'est ce que j'ai discuté avec plus de détails il y a quelques minutes. Donc, vous avez un suiveur de tension push-pull qui vous donne une faible impédance de sortie, puis avec une protection pour les courts-circuits qui est ici, ou qui est finalement, qui vient de la rétroaction de R10 au travers de la boucle. Voilà. Donc, et les imperfections qui sont liées à l'étage d'entrée, ben, vous les connaissez. Tension de décalage. Si les deux branches, si les deux transistors Q1 et Q2 sont pas rigoureusement identiques, s'ils ont des petites différences, ça induit une tension de décalage. Bien sûr, il faut fournir un courant de polarisation, sinon ça ne marche pas.
vous ne pouvez pas avoir un couplage capacitif entre un signal et les entrées d'un amplificateur opérationnel. Il y a besoin d'un courant de polarisation, sinon il ne fonctionne pas. L'impédance d'entrée n'est pas infinie, elle est ce qu'elle est. Et il y a un taux de rejet du mode commun, d'accord. Donc, éventuellement, si le signal, la moyenne de V2 et V3 se balade sur une grande excursion, il y a une petite partie de qui est couplée en sortie. Le gain n'est pas très élevé. Vous pouvez avoir un gain en mode commun qui est peut-être de l'ordre de 2, 3, 4, 5, mais il n'est pas zéro. Si vous avez un gain différentiel de 100 000, puis un gain en mode commun de 5, ben, le rapport entre les deux, ça va être ce qu'on va appeler le taux de réjection du mode commun. Donc, quand on vous dit que le taux de réjection du mode commun d'un amplificateur opérationnel est, disons, de 100 dB, ben, on est en train de vous dire que son gain en mode commun est de l'ordre de 1, il n'est pas 0. C'est quoi un gain en mode commun? Ben, si vous connectez V2 et V3 ensemble, et vous mettez un signal là-dessus, et vous allez voir qu'est-ce que vous retrouvez en sortie. Ben, dans un cas de figure comme ça, le gain est pas 0, il est quelque chose, et le quotient entre le gain différentiel et le gain en mode commun, c'est ce qu'on appelle le Common Mode Rejection Ratio, donc la réjection du mode commun. De la même façon, il y a aussi un taux de rejection de l'alimentation. Si vous avez une fluctuation sur l'alimentation, ben, il y en a une petite partie qui se retrouve couplée en sortie, qui est le Power Supply Rejection Ratio, qui n'est pas parfait aussi sur cet angle-là. Et là, on dit la vitesse de dérive. Moi, je préfère appeler ça le taux de montée, le slew rate. Donc, le taux de montée en sortie et le taux vers le haut ou vers le bas est limité. Puis, on a vu d'où ça vient. C'est le courant de l'étage d'entrée combiné avec le condensateur de Miller. Donc, parmi les imperfections, on a un produit gain largeur de bande fini et ce n'est pas tant une imperfection qu'une caractéristique désirée, puis un taux de montée qui est fini. Donc, il faut bien voir cette dualité, cette distinction. Il se peut que l'amplificateur opérationnel ne réponde pas, non pas parce qu'il n'y a pas la bande passante pour répondre, mais parce que vous essayez de faire passer dedans un grand signal et que ça donne un taux de montée qui excède le taux de montée maximum admis pour l'amplificateur. Et finalement, quelles sont les imperfections liées à l'étage de sortie? Une plage dynamique limitée, il va saturer. Mais en réalité, ça ne vient pas juste de l'étage de sortie, ça vient de l'intérieur aussi. Mais c'est une belle simplification de la réalité que de dire ça. Mais disons que quand vous vous approchez à l'intérieur de 2 volts de VCC et de VEE, l'amplificateur commence à peiner. Donc, si vous êtes alimenté à 0,10, vous pouvez avoir une sortie qui va monter jusqu'à 8 et qui va descendre jusqu'à 2. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je viens de faire, là. Je vous dis, normalement, on aime bien considérer qu'on est à moins 5 plus 5 ou moins 10 plus 10 ou moins 15 plus 15 ou moins 1 plus 10. On s'en fiche un petit peu. Le design qui est là, il est complètement flottant. Donc, il est tout à fait possible et acceptable de mettre 0 et 10 ici, et puis l'amplificateur va bien fonctionner jusqu'à 2 volts de plus que VEE, puis il va bien fonctionner jusqu'à 2 volts de moins que VCC, donc essentiellement VCC moins 2, puis VEE plus 2, et ça va être la plage dynamique où vous pouvez opérer l'amplificateur, et quand je dis l'opérer, je dis autant en ce qui a trait au mode commun qu'en ce qui a trait à la sortie. Et évidemment, tout peut saturer là-dedans si on s'approche de trop près des alimentations. Et évidemment, le courant de sortie est limité, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut des transistors discrets pour donner plus de muscle à un montage comme ça, quand c'est requis. Et ben, ça termine ce module de cours. Donc, merci de votre attention. Vraiment, dans ce module, je pense qu'on a un peu le point d'orgue de ce cours.
on vous a amené, on a fait levier sur essentiellement toute l'électronique que vous avez appris pour comprendre un 741. Et j'aime bien, c'est un de mes objectifs en enseignant l'électronique, c'est que vous arriviez au point où on peut regarder un montage comme ça, puis on n'est pas intimidé de regarder sa configuration interne et on est capable de comprendre quel est le rôle de chacun des transistors. En passant, oui, j'ai déjà fait ça comme question d'examen final, de demander quel est le rôle de ce transistor ou de cet autre transistor. Non pas des calculs, non pas des calculs savants, mais comprendre finalement à quoi rationnel, ces limites pratiques que vous connaissez, elles sont essentiellement toutes opérationnelles, ces limites pratiques que vous connaissez, elles sont essentiellement toutes liées à sa structure interne. Puis vous êtes des ingénieurs, c'est un problème de design, on peut repousser toutes ces limites et on peut faire des amplificateurs opérationnels différents avec des caractéristiques différentes. Et là, c'est l'art du concepteur électronicien. Donc, merci de votre attention pour ce module de cours.